Bonjour et bienvenue sur mes nouvelles vidéos, les nanologies. Alors, les nanologies, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, je vais vous expliquer un peu le processus créatif derrière des films. Pour commencer, on va partir de l'année 1997, tout simplement parce que c'est l'année de ma naissance et qu'il fallait un point de départ. Et le premier film ne sera ni plus ni moins que L'Associé du Diable. Pour parler de ce film, on va d'abord commencer par donner le nom de son réalisateur, Taylor Hackford, et la date de sa réalisation qui a été 1997. Petite chose à savoir aussi, c'est un film basé sur un livre par Andrew Niederman, il porte exactement le même titre. Et petit fun fact là-dessus, pour vendre les droits de son livre à la Warner, il a décrit l'histoire de son livre comme étant celle d'une firme d'avocats qui ne défend que des coupables et qui ne perd absolument jamais. Voilà. Alors je voulais faire un petit résumé du film pour vous, mais je me dis que ce résumé-là est déjà très bien. De toute façon, je vous invite à aller le voir. C'est sur une firme d'avocats, certes, mais un peu plus. Vous le verrez un peu plus loin dans la vidéo. Si vous ne voulez pas vous faire spoil, allez voir d'abord le film et revenez ici ensuite. Je pense que ce sera mieux pour vous. On va parler tout d'abord de l'écriture du scénario ainsi que quelles sont les idées qui ont plu dans ce livre, parce que c'était un livre à l'origine, et qui ont tant donné envie à Taylor Hackford ainsi qu'au producteur d'aller plus loin avec cette œuvre. Chose à savoir, Taylor Hackford a été tout de suite conquis par la promesse que se faisait ce film. Il était fasciné, comme il le dit lui-même, par l'aspect compétitif et sensationnel d'un tribunal. Pour aller plus loin dans cette idée, il a même parlé d'arène de gladiateurs du XXe siècle. En effet, à cette époque-là, c'était là qu'on commençait à avoir pour la première fois des procès à la télé. Et donc du coup, les tribunaux étaient devenus un peu mainstream, on va dire. Donc tout le monde pouvait avoir accès à un procès télévisé et voir actuellement comment se passait la justice. Ce qui a intéressé Taylor Hackford là-dedans, ce n'est pas tant justement l'idée de justice, mais plus le fait que la société valorisait plus le nombre de victoires au détriment des valeurs morales que devait avoir la justice. Et il trouvait du coup qu'en ça, cette histoire de l'Associé du Diable était intimement liée avec ceci. Selon ses propres paroles, encore une fois, maintenant que nous pouvons voir des jugements télévisés, les gens réalisent que la moralité et la justice n'ont rien à voir avec l'issue finale. C'est une comédie en plein jour, une arène de gladiateurs à ciel ouvert, sauf que dans cette arène, il ne s'entretue pas avec des épées, mais plutôt avec des mots acerbés. Alors, Taylor Hackford a voulu aussi examiner un personnage qui avait été récompensé toute sa vie sur le simple fait d'être un gagnant. Ce personnage n'est autre que Kevin Lomax. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous invite à aller le voir. Ici, je ne vais pas vous raconter l'histoire du film. Si c'était pas clair, maintenant, ça l'est. Alors, je vous disais, donc, je me suis perdue en plus de ça. Oui, Taylor Hackford, donc il voulait aller plus en avant dans le personnage de Kevin Lomax parce que Kevin Lomax représente, selon lui, le symbole même de la gagne à l'américaine. C'est-à-dire que c'est vraiment il le décrit comme étant, le symbole du rêve américain avec le matérialisme, l'ambition, la motivation. C'est des valeurs qui sont encore prônées aujourd'hui, hein, ça n'a toujours pas changé, mais c'était vraiment quelque chose vers lequel Hackford voulait vraiment creuser. Ce personnage qui a toujours gagné et qui a toujours été valorisé uniquement pour ceci et pour rien d'autre en soi. C'est une idée dans laquelle le suivra un de ses producteurs qui n'est autre que Arnold Kopelson. Il précise même que pour lui, le personnage de Kevin Lomax court après le succès et se retrouve ensuite dépassé complètement par la situation. C'est vraiment comme ça qu'ils le décrivent. Un homme qui était tout plein de ses ambitions et de ses rêves, qui voulait matérialiser son succès et qui au final va se retrouver comme dépassé par sa volonté de réussir et par tout ce que le succès a apporté, avec succès comme il est entendu dans ce film, bien évidemment. Le succès n'est pas le même pour tout le monde. Donc comme je vous le disais plus tôt, Kevin Lomax n'est autre que le stéréotype du rêve américain, c'est-à-dire que si tu veux, tu peux, et si tu gagnes, tu y arriveras forcément tant que tu ne perds pas.
C'est vraiment cette idée de la gagne, la gagne, la gagne. On s'en fiche un peu de qui tu es et de ce que tu sais. Tout ce que tu dois faire, c'est gagner. Et alors, ils seront rejoints dans cette idée par un autre producteur qui s'appelle Arnon Milchan, qui lui ira jusqu'à dire que dans la société moderne, les gens sont prêts à faire des choses pour réussir au détriment des autres aspects moraux de leur vie. C'est-à-dire que, très clairement, on est prêt à tout. Et il parlait de ça dans les années 90, donc je vous ose même pas imaginer aujourd'hui, mais on est littéralement prêt à tout pour réussir. Et ça, peu importe ce que ça va engendrer moralement sur nous. Et c'était vraiment l'idée de fond derrière cette œuvre qu'est L'Associé du Diable. Alors Arnold Kopelson, le premier producteur que je vous ai mentionné, il faut savoir qu'il a rejoint l'équipe au moment de l'écriture du premier script qui a été écrit par Jonathan Lemkin. Et Jonathan Lemkin, lui, adhérait complètement à l'idée qu'avait Hackford et voulait même aller encore plus loin dans le process. Alors plus tard dans l'écriture du script, Taylor Hackford fit appel à un autre écrivain pour le script qui n'est autre que Tony Gilroy, avec qui il avait déjà travaillé dans le passé. Il souhaitait avec lui du coup aller plus loin, mais cette fois-ci dans l'idée de la tentation que reflète le diable dans une société contemporaine. C'est-à-dire que plein d'œuvres avaient en amont traité la tentation que pouvait refléter le diable dans d'autres époques, au Moyen-Âge, pendant la Renaissance et tutti quanti, j'en passe et les meilleurs. Et tout ceci pour au final se rejoindre dans l'idée que la personne à blâmer n'est pas le diable dans cette histoire, mais plutôt les êtres humains qui, 9 fois sur 10, vendront leur âme à ce fameux diable afin de pouvoir juste réussir dans la vie. Une conclusion, en somme, plutôt sympathique, vous ne trouvez pas? Et à partir de ce moment-là, le diable ne devient que l'incarnation du désir humain de tout sacrifier au profit de la gloire et de la richesse. Une fois toutes les idées mises en place par ce petit groupe qui s'est retrouvé, il ne reste plus qu'à faire le casting de ce film. Pour le casting, on va commencer par le personnage qui est en soi le plus important dans le film. Et non, désolé, ce ne sera pas le diable, mais ce sera Kevin Lomax. Kevin Lomax a été décrit par la productrice Ann Compelson comme un jeune garçon qui n'a jamais affronté de situation qu'il ne pouvait gérer et qui pense ça dû à l'ensemble de ses capacités et estime que les choses qu'il ne peut pas régler sont comme inexistantes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est en dehors de son entendement, cela n'existe pas, tout simplement. Il ne réussit et c'est tout. Il n'y a pas d'autre alternative pour Kevin Lomax que celle-ci. Il faut savoir aussi que comme la firme d'avocats dans laquelle il va finir par aller, Kevin Lomax est un avocat qui ne perd jamais. C'est même ça qui a fait qu'il s'est fait repérer. Et donc du coup, il a lui aussi cette culture du succès, s'estimant dans tous les cas comme intouchable, partant de zéro, ayant gravi tous les échelons, ayant toujours réussi et étant aujourd'hui de l'ordre de l'intouchable, matérialisant enfin tout son succès. Voilà, ça c'est pour vous décrire un peu l'esprit du personnage de Kevin Lomax. Maintenant, pour ceux qui ont vu le film, vous savez par avance qui a été choisi pour jouer ce rôle et ce n'est autre que notre cher Keanu Reeves. Alors, comment a-t-il été choisi? C'est simple, à l'époque, Keanu Reeves commençait déjà à faire bien parler de lui. Alors Matrix n'était pas encore sorti, chose à savoir, mais il avait déjà tourné dans le film Speed, qui avait fait énormément de bruit et dans lequel il jouait un des rôles quand même principaux. Et petit fun fact là-dessus, et ce ne sera pas le seul sur Keanu Reeves, allez je tease un peu, ça arrivera un peu plus tard, mais premier fun fact, il faut savoir qu'il a refusé de reprendre son rôle dans Speed 2 parce qu'il voulait absolument jouer dans L'Associé du Diable. Il faut savoir que Speed, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un énorme blockbuster, c'est un bon gros film d'action, et donc du coup, Taylor Hackford dira même de Keanu Reeves qu'il a dénoté dans son rôle de Kevin Lomax par rapport au rôle qu'il avait à l'époque. Rôle qui n'est pas vraiment le rôle d'un film d'action, si vous avez vu le film, vous le savez, un peu angoissant, un peu mystérieux, action, pas vraiment, on est très loin du blockbuster qui était Speed à l'époque. Ensuite, bien sûr, dans sa carrière, Keanu Reeves n'a pas cessé de nous montrer qu'il était capable de faire tout style de film, et ça sans aucun problème. Mais son talent n'est ici pas la question.
Et nous allons passer au personnage de la femme de Kevin Lomax, qui n'est autre que Marianne. Alors encore une fois, nous allons prendre les propos de Anne Coppelson pour décrire le personnage de Marianne. Donc elle la décrira comme une femme très amoureuse de son mari, heureuse de le voir réussir, mais qui au début du film apparaît comme presque le double de son mari. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail, ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Marianne, au tout début du film, est vraiment la version féminine de Kevin Lomax. Elle réussit tout ce qu'elle entreprend, c'est vraiment le succès à l'américaine elle aussi. Elle aime boire, sortir, matérialiser sa réussite et petit à petit, va finir par s'éteindre pour soutenir son mari. Et pour ceux qui ont vu le film, vous le savez, ça ne va aller que de mal en pis pour elle. Vraiment, va très très mal vivre la situation, Marianne. Va pas aimer ce qui se passe. Bon, alors maintenant, qui a été choisi pour jouer Marianne? Eh bien, ce n'est autre que Charlize Theron. Et oui, Charlize Theron. Alors, Charlize Theron, à l'époque, venait de créer un impact important à la sortie du film 2 jours à Los Angeles, ce qui était un film d'action sur fond de comédie. Il en existe plein des films comme ça maintenant. À l'époque, c'était pas trop le cas vu que c'était un film indépendant, dites-vous. Et malgré ce qu'on peut croire, ce n'a pas été un choix évident. Oui, ils m'y ont fait repasser le casting, non pas une, non pas 2, mais 4 fois, pour la simple et bonne raison qu'il l'a jugée trop belle pour le rôle. Je savais même pas que c'était possible d'être trop belle pour un rôle. Oui. Alors, je vous explique. Ils estimaient que, vu que Charlize Theron était très très belle, les gens ne pourraient pas ressentir d'empathie pour elle vis-à-vis des épreuves que Marianne allait affronter. Heureusement pour nous, ils ont réalisé leur bêtise derrière ça et ils ont fini par la choisir et elle a réussi à jouer ça avec brio. Voilà, ça reste quand même Charlize Theron. Faut pas déconner non plus, hein. Maintenant, le rôle que vous attendez tous, celui ni plus ni moins du diable. Maintenant, passons à notre dernière tête d'affiche, pour pas moins que le rôle de Milton, le diable lui-même, la représentation en chair et en os du désir et de la tentation que peut éprouver Kevin Lomax. Selon Hackford lui-même, nous pouvons sentir la présence de Milton dans chacune des scènes, qu'il soit là ou non. Mais qui a donc été choisi pour incarner cette personne si charismatique qu'est Milton? Eh bien, ni plus ni moins qu'Al Pacino. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'Al Pacino a refusé le rôle par 3 fois. En effet, celui-ci a fait réécrire plusieurs fois le scénario par Hackford et ses congénères, car il trouvait le personnage du diable trop basique, trop simple, trop prévisible. C'est suite à une longue série d'échanges entre Al Pacino et Hackford que Milton est devenu le personnage que l'on connaît aujourd'hui. Mais je vous avais dit qu'il existait un autre fun fact sur Keanu Reeves et il se trouve que c'est maintenant, car c'est aussi un fun fact sur Al Pacino, l'air de rien. Al Pacino n'a pas essentiellement refusé le rôle car le personnage de Milton était trop basique, comme il le dit, mais aussi car il n'était pas payé assez. Et oui, car Al Pacino, lui, était en plein boom de sa carrière et il n'avait plus rien à prouver à personne, il voulait tout simplement son bon gros chèque. Eh bien, Keanu Reeves a juste fait don d'une grande partie de son salaire, a donc accepté d'être payé bien moins pour qu'Al Pacino soit payé au prix convenu pour pouvoir juste jouer à ses côtés. Si ça, c'est pas de la volonté, je sais pas ce que c'est. Mais Al Pacino n'est pas en reste étant donné que quand il a appris que Keanu Reeves avait fait don d'une partie de son salaire, il a ensuite reversé la même somme à des associations caritatives, estimant qu'il n'avait pas besoin de cet argent. On a fini avec le casting, parce que oui, je ne vais pas vous faire le casting complet du film, sinon demain vous êtes toujours là avec moi et je pense pas que ça vous fasse vraiment plaisir. Voilà, comme vous voulez, hein, ça peut se faire, dites-moi en commentaire, moi je fais des vidéos de 6 heures, il n'y a pas de souci, mais on va pas faire ça, donc on va passer tout simplement au tournage du film.
Faut savoir que le film se passe à New York et donc du coup il faut réussir à faire ressentir l'ambiance new-yorkaise à travers un écran, ce qui n'est pas une mince affaire si on ne tourne pas dans New York même. Alors comment ont-ils fait? Nous allons le savoir de suite. Pour commencer, nous avons l'appartement de Milton et comme vous le savez, l'appartement de Milton est juste incroyable. C'est Bruno Rumeo qu'il faut féliciter pour ça. Pour ce faire, l'appartement a été construit en fait dans un studio à Los Angeles et Bruno Rumeo explique que le processus créatif par lequel il est allé, c'était la volonté de montrer à travers son appartement à quel point Milton n'était pas un homme ordinaire. Donc pour ceci, il voulait que les gens se questionnent sur jusqu'où allait l'appartement, quelle était la démesure, quelle était la grandeur de celui-ci, jusqu'où ça pouvait bien aller, qu'il y ait vraiment une idée de ni de début ni de fin, quelque chose d'énorme, sans fin quoi, enfin vous avez compris, quelque chose de vraiment très très grand. Bruno Rumeo expliquera même plus en détail qu'il se fallait que l'appartement de Milton soit spectaculaire, car c'est dans ces lieux-là que se passe la dernière scène du film, et que la dernière scène du film se doit de se dérouler dans le décor le plus spectaculaire. C'est pour ça que l'appartement de Milton est aussi impressionnant, en plus du fait de vouloir montrer sa puissance et tout son mystère à travers celui-ci. Pour les bureaux de la firme d'avocats qui, eux, sont beaucoup plus minimalistes, ça s'est passé à Manhattan même, et plus précisément au Continental Club. C'est aussi là que le rooftop jardin d'eau a été filmé, plus précisément sur le Continental Plaza, tout simplement. Ben voilà, sur le toit, quoi. Tout simplement, rooftop, le toit. Le bureau de Milton, lui, par contre, a été filmé comme son appartement, directement dans un studio construit et filmé dans un studio, encore une fois, parce que celui-ci était tellement grandiose qu'il avait besoin de sa propre construction. Pour tout ce qui est des scènes de jugement, donc toutes les scènes en tribunaux que nous pouvons voir, il faut savoir que là, c'est les tribunaux d'État et fédéraux qui ont prêté leurs locaux, ainsi que certains buildings municipaux. Donc, buildings municipaux, je n'ai pas besoin de vous faire une description, hein, c'est les bâtiments municipaux tout simplement. J'ai encore un autre fun fact pour vous, genre vous allez finir par adorer ça. Oui. Donald Trump a laissé tourner dans son propre penthouse de la 5e avenue pour faire le décor de l'appartement de Alexander Cullen, qui est lui aussi agent immobilier dans ce film. Alors oui, vous allez me dire Donald Trump, agent immobilier, on parle des années 1997. À l'époque, Donald Trump n'était rien de moins qu'un magnat de l'immobilier et donc ça correspondait parfaitement avec le rôle d'Alexander Cullen et donc c'était un fun fact sur le fait que l'appartement d'un promoteur immobilier dans la vraie vie a actuellement servi pour le décor de l'appartement d'un promoteur immobilier dans le film. Voilà, on ne peut pas faire plus réaliste du coup. Pour ce film, il y a aussi eu de la post-production parce que le film a beau se passer dans un New York contemporain, il se trouve que les événements du film sont tout sauf normaux. Pour les effets spéciaux du film, c'est du coup Richard Greenberg et Stéphanie Pouel qui s'en sont occupés et ensuite c'est Rick Baker qui a donné vie au vrai visage de Milton, de ses femmes et de ses associés à travers bien évidemment le maquillage. Très important le maquillage dans les films. Toute cette équipe est vraiment à remercier pour le climat si particulier que ce film a. Hackford dira qu'il ne voulait pas laisser sortir le monstre de sa boîte. Tout simplement, il ne voulait pas qu'il y ait de signes évidents de la vraie nature de Milton, du fait que ce soit le diable. Il voulait pas que ce soit, il voulait que ça se fasse par des choses qui apparaissent puis qui disparaissent, comme si nous étions dans un rêve. Tout simplement, ce qu'il voulait, c'est que nous ressentions la même chose que Kevin Lomax et sa femme Marianne, c'est-à-dire que nous ressentions un effet de rêve, ne plus savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Que le spectateur lui-même ne puisse plus décerner s'ils sont en train de rêver ou s'ils sont dans la réalité, ne plus réussir au bout d'un certain temps à dissocier ce qui est du fantasmagorique de ce qui est réel. Et enfin, on va quand même nommer la personne qui s'en est chargée parce que la musique d'un film, c'est super important. Par contre, je ne me permettrai pas de parler plus en détail de tout le processus créatif de la musique parce que j'estime que c'est un travail à part entière
et que je n'ai pas de connaissances requises pour pouvoir parler de ça. Je ne fais pas personnellement de musique, je n'en écris pas, je ne sais même pas lire une partition, donc je ne vais pas en parler. Mais par contre, on va quand même remercier James Newton Howard qui était aux commandes pour la musique du film. Alors voilà, bon, moi je vous ai donné le maximum d'informations que je peux sur le film L'Associé du Diable, sur le processus créatif derrière, sur la volonté qu'avait le réalisateur et son équipe à travers ce film, qu'est-ce qu'ils ont voulu nous faire voir, qu'est-ce que les personnages représentaient pour eux, quelle était leur vision derrière tout ça et quelle était l'idée originelle, comment dire, l'engrais qui a fait L'Associé du Diable, le film que l'on connaît aujourd'hui. Alors bien évidemment, il est tiré d'un livre, donc l'histoire, ils ne l'ont pas écrit de toutes pièces, mais adapter un livre n'est pas une mince affaire, et celui-ci a quand même été joliment adapté. Je vous invite quand même à aller lire le livre aussi, parce que c'est bien de lire un peu les œuvres originelles, et de savoir du coup... Ah ben vous voyez, le diable est chez moi, voilà, fin de vidéo, il y a des esprits. C'est juste un volet, ça m'a fait un peu peur quand même. Pour ce qui est de mon avis, moi c'est un film que j'aime beaucoup. Alors, je le regarde pas tous les 4 matins, c'est pas le film que je vais regarder quand j'ai besoin de réconfort, mais c'est un film que j'aime beaucoup parce que j'aime ce que le film montre. Vraiment, la volonté du réalisateur derrière, je l'aime encore plus parce que c'est vraiment ce que moi j'ai lu quand j'ai vu le film, c'est-à-dire cette volonté de réussir qui nous amène à être prêt à tout et n'importe quoi pour celle-ci, où on oublie un peu nos principes moraux pour la patte du gain, vous voyez. C'est vraiment une idée, à laquelle j'adhère, c'est pas ça que je veux dire, mais une idée qui je trouve a été remarquablement bien représentée dans ce film. C'est pas facile à dire. En tout cas, je vous invite à aller le voir si c'est pas déjà fait. C'est dommage si vous l'avez vu et que vous avez d'abord regardé ma vidéo. C'est quand même mieux de le voir avant. Si c'est l'ordre dans lequel vous l'avez fait, tant pis, c'est pas grave. Vous allez quand même vous régaler devant le film, même si vous savez un peu du coup vers quoi s'attend maintenant. Moi, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit en fonction de quand est-ce que vous avez regardé ça. Et je vous dis à la prochaine pour une future nanologie. Allez, ciao! Je pense à tout ce que tu me disais. Je revois elle est tard quand je m'endors. Tu me dis tartine frère pas de temps mort. Je revois elle est tard quand je m'endors. J'espère que tu me vois de là-haut. La mélo a fait taire les flots. Le temps passe mais y'a tout qui reste. La musique a fait fuir la versée. Si t'étais encore là, dis-moi qu'est-ce t'en dirais toi. J'y pense, je suis dans la night. J'attends le retour du soleil.